Salut Siaka, soyez les bienvenus. Salut Mika, salam, salam. Soyez les bienvenus mes amis. Jésus-Christ, sois le bienvenu. Salam alaikum. Isiaka, je suis content de te voir en ligne mon ami. Salut Mika mon frère. Soyez les bienvenus. On va démarrer dans quelques minutes. On est légèrement en avance. On va y aller doucement. Salut, salut, je dis bonsoir au Mali, mon ami, Isiaka. Merci beaucoup. Salut Oumardien, salam alaikum, mon frère, sois le bienvenu, merci beaucoup. Ça fait plaisir de te voir, cher Oumar Diabaté, mon excellent ami. Merci beaucoup. Salam, 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 soyez les bienvenus, mes amis, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, on va démarrer dans quelques minutes. On avait prévu de démarrer à écart, donc on va se donner encore 3 minutes. Et puis j'imagine que vous aimez tous Salif Keita, donc c'est une spéciale dédicace à tous qui sont là, quoi. Isiaka, Mika, Jean-Christophe, Oumardien, cher Oumar, soyez les bienvenus, frangin. Merci infiniment. Mais j'ai vu Alice tout à l'heure, non? Non, c'est une impression. D'accord. Soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé une excellente fête de Korité. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne fête de Korité. Et puis prier le Seigneur que toutes vos dévotions soient acceptées et que les promesses qui sont attachées à cette dévotion-là vous soient livrées. Voilà, merci infiniment. Alors, si vous aimez Salif Keita, c'est peut-être une bonne idée de me le mentionner quelque part. Moi, je suis un fan absolu, un inconditionnel de Salif Keita. Et puis, les positions qu'il a prises récemment, d'ailleurs, sur les questions géopolitiques notamment, ont accru mon respect à son sujet. Ok, d'accord. Donc on démarre sur du Mandiou comme ça, tranquillement. Et puis on va commencer à discuter doucement, en attendant que nos amis arrivent. Alors, je voulais... j'ai une tradition, j'ai un rite en fait dans ce direct en fait. C'est que je commence par donner des bons points et des mauvais points. Salut Abdul Karim, sois le bienvenu. Donc les bons points de cette semaine, je vais commencer par les bons points parce que voilà, c'est tranquille et tout le monde aime ça et puis ça se passe plutôt bien. Salut Dosé, soyez les bienvenus. Donc on donne des bons points et le premier bon point, je voulais le réserver aujourd'hui à Soumaïla Cissé. C'est un opposant malien qui a disparu en fait au cœur de la campagne électorale. J'ai un ami personnel, un jeune frère en fait qui est un inconditionnel de lui. Moi, ce n'est pas pour des raisons politiques, mais plus pour des raisons citoyennes que je voulais aujourd'hui saluer sa contribution et son rôle dans le landerneau politique malien et puis africain. Peut-être rappeler qu'il a été commissaire de la commission sciences économiques, commission de l'UEMOA. Il a été président de la commission de l'UEMOA et donc voilà, il mérite tout notre respect et nous adressons ici, nous saisissons l'occasion ici de
d'adresser à sa famille et à à ses militants, à ses partisans, et puis aux Maliens en général, nos marques de solidarité et d'attention. Salut Soulbi, sois le bienvenu. Sois le bienvenu, Frangin. Alors, le premier, donc, docteur honoris causa, je voulais le donner à Soumaïla Cissé. Et une fois que cette question-là est réglée, je voulais aussi nominer à nouveau quelqu'un qui ne va peut-être pas dire grand-chose à mes amis du Mali, mais qui est quelqu'un qui a aussi tout mon respect. C'est le secrétaire général d'un syndicat au Sénégal qui s'appelle le Sutelec, et le monsieur s'appelle Aïdara. Bon, je ne connais pas son prénom, j'ai vu passer dans la presse. Aïdara, il s'appelle. Et il a une position qui force le respect sur une question d'importance qui concerne une société nationale au Sénégal, en l'occurrence à Sénélec, qui serait en bisbille avec une société. D'ailleurs, sa filiale, c'est ça le plus curieux, le plus poilant dans cette affaire, c'est que c'est une société nationale qui rencontre quelques difficultés avec une filiale qu'il a contribué à susciter. Et donc cette société-là lui fait quelques problèmes, et Aïdara, estimant que le contrat dont a bénéficié cette structure qui s'appelle Aquilé est un contrat léonin, appelle de tous ses voeux à ce que ce contrat soit cassé. Alors sans connaître le fond de l'histoire, hein, j'ai beaucoup de respect en tout cas pour les syndicalistes, pour les gens, pour l'engagement désintéressé. Et il me semble désintéressé dans cet engagement-là. Je ne connais pas encore le dossier, mais je vous promets de faire un point dessus dans les jours qui viennent, une fois qu'on aura épuisé le sujet de la géopolitique qui nous intéresse. Ok? Salut Sambou Sangaré, sois le bienvenu. Dibi, Marie-Léciard, docteur Dibi Anne. Dieu, merci beaucoup, sois le bienvenu, Frangin, merci infiniment. Sambou Sangaré, bonsoir. Merci. Et donc, une fois qu'on a donné nos bons points, il nous faut aussi attribuer quelques bonnets d'âne. Oui, et c'est ça, c'est aussi la tradition ici, dans ce live-là, c'est qu'à un moment donné, on attribue aussi des mauvais points. Et la première personne que je voudrais citer aujourd'hui au nombre des cancres, c'est Joe Biden. Joe Biden, dont beaucoup de Noirs, beaucoup de démocrates, beaucoup d'Africains américains aux États-Unis, sur lequel beaucoup d'Américains, d'ailleurs, de manière plus globale, ont fondé leur espoir. Joe Biden, on ne sait pas ce qui lui a pris, en tout cas, il a sorti une phrase qui est absolument hideuse, absolument détestable, et il dit la chose suivante: un noir n'est pas un noir s'il vote Donald Trump. Alors évidemment, quand j'ai lu ça, parce que je ne l'ai pas entendu moi le dire, mais j'ai lu la couverture qui en a été faite par les médias aux États-Unis et ailleurs, et je vous avoue que mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Que quand un blanc vote Donald Trump, il est bien blanc? Ça va? Il est assez blanc comme ça? C'est absolument du n'importe quoi. Et je dois regretter, d'ailleurs, je dois constater pour le déplorer, que je n'avais pas beaucoup de sympathie pour Joe Biden. D'ailleurs, son affaire récente, il a été incriminé, en tout cas mis en cause par une dame dans une affaire de harcèlement sexuel. En tout cas, il a été mis en cause, hein, bénéfice du doute, évidemment, mais il a été mis en cause, et je trouvais quand même qu'il ne devait pas rajouter à sa situation cette infamie absolue, voilà, de se mettre à dos toute une communauté. Je pense qu'il n'en a pas besoin, et que, bon, en tout cas, moi, il a perdu mon respect. Je n'ai pas entendu réagir par la suite Joe Biden, mais très clairement, je déconseillerais, parce qu'il faut bien comprendre, hein, ce type de phrase-là, elles veulent dire quelque chose, c'est un biais cognitif, c'est-à-dire que dans le mode de réflexion de l'homme, il y a quelque chose de gâté. Il y a quelque chose qui fait qu'il regarde le monde en fait avec des lunettes, et qu'il s'attache à catégoriser les gens selon qu'ils sont noirs ou selon qu'ils sont blancs, et c'est une horreur absolue. Alors, on ne peut pas accepter de repartir en arrière. Salut Frangin, Moussa Hubert Wologem, sois le bienvenu, cher ami, sois le bienvenu, jeune frère. Merci beaucoup.
Donc le premier bonnet d'âne de la soirée, c'est Joe Biden. Le second, c'est Yahambaye. Alors beaucoup de mes amis ne le connaîtront pas, mais c'est Yahambaye. Alors pour une raison assez particulière d'ailleurs, il y a un débat en fait en cours au Sénégal sur un décret en fait pris par le président de la République et attribuant à Madame Aminata Tall, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, le titre honorifique de président, enfin un honorariat, donc un titre honorifique de président honoraire. Et donc, c'est pas ça le sujet, hein, que la dame soit de grande qualité, une dame pour laquelle d'ailleurs j'ai beaucoup de respect et pour laquelle je saisis l'occasion de ce live pour lui présenter mes hommages déférents. Une dame de grande qualité, très brillante et qui a contribué quand même à l'édification de la démocratie sénégalaise. Mais je voulais quand même regretter les conditions dans lesquelles cette nomination s'est faite. Et puis, ceux qui semblent être attachés à cette nomination, notamment les indemnités sonnantes et trébuchantes, qui font penser un peu à un rachat, puisqu'il n'y a plus d'institution à distribuer, on lui donne quand même des prébendes, histoire de lui dire restez avec nous, on ne sait jamais. Bon, je trouvais ça quand même, c'est particulier. Donc, il y a eu un débat en fait sur l'honorariat. En fait, il y a eu une fuite dans les réseaux sociaux et un décret présenté comme le décret en fait, le décret instituant l'honorariat, instituant Madame Aminata Tall comme président honoraire, a fuité dans les réseaux sociaux. Et le responsable de la communication, en tout cas la cellule de communication de la présidence, s'est fendu d'un communiqué dans lequel elle regrettait que le communiqué qui a été présenté comme étant le communiqué de Aminata Tall n'en était en fait qu'un faux. Et puis quelques jours après, stupeur, on voit dans le journal officiel un décret avec les mêmes références que celui qui était prétendument faux, mais avec quelques modifications. Et donc je voulais ici nommer Yahambaye parce qu'il a fait preuve quand même d'un peu de sans-gêne. Je comprends la démarche dans laquelle il était, d'être obligé de répondre à l'attaque que mon frère Bassirou Diomaye Faye avait faite vis-à-vis de son patron, le président de la République. Mais je trouvais quand même cette défense un peu fâcheuse. Il a tiré sur tout ce qui bouge et il n'a pas vraiment cherché à convaincre, je trouve. Voilà, donc je lui décerne un bonnet d'âne pour ça. Et puis enfin, et là par contre c'est le ministre de la Santé et des Solidarités de France, Olivier Véran, qui est nommé en 3e position. Salut, Maître Thioune, sois le bienvenu. Salam alaikum. Ah, mon cher ami, je bois du petit lait, merci infiniment. Amadou Maïga, sois le bienvenu. Ayan, salut, salut. Merci beaucoup, Ayan. Merci beaucoup. Alors, je disais donc, le dernier, c'est Olivier Véran. Parce qu'Olivier Véran, bon, dans la crise, en fait, qu'il y a eu là, du Covid-19 en France, je pense qu'il avait vraiment bien géré, il avait fait en tout cas le maximum. Ok, on peut discuter, mais depuis qu'Agnès Buzyn est partie, il a repris le ministère au pied levé, et il a quand même, ma foi, fait plein de choses, et il a opéré quelques réajustements qui se sont avérés salutaires. Et d'ailleurs, on lui doit aussi le déconfinement et sa réussite, manifestement, puisque la courbe est en train de s'inverser en France. Donc il faut reconnaître quand même que l'homme a de la qualité. Mais il a quand même un défaut rédhibitoire de mon point de vue, c'est le fait qu'il attaque en permanence Didier Raoult. Et que toute occasion qui lui est donnée, n'importe quelle étude, même l'étude la plus débile au monde qui sorte, lui fournissent comment on va dire, une occasion, une opportunité pour attaquer le travail de Didier Raoult et essayer de le mettre à terre. Alors vous savez qu'il y a eu une étude qui a été publiée par The Lancet, donc le prestigieux journal scientifique en fait dans lequel on publie les recherches médicales. The Lancet a publié en fait une étude faite prétendument auprès de 96 000 patients dans plusieurs pays en fait et qui remettrait en cause l'efficacité de l'hydroxychloroquine, azithromycine. Donc le fameux traitement qu'on appelle aujourd'hui le traitement de la timone, conçu par le docteur Didier Raoult et qui est aujourd'hui finalement le traitement
le plus couramment utilisé et avec le plus de succès. Donc, il a fini de convaincre son public, et il faut rappeler que le docteur Didier Raoult n'est pas simplement un chercheur, c'est un médecin. Or, tous ceux qui lui font des procès en sorcellerie n'ont pas à leur actif le même track record. Il a réglé des épidémies et il lui donne des griefs qui sont un peu bizarres. Hein. Donc, il y a eu plein de choses en fait. Mais la première chose qu'on peut reprocher aux reproches, hein, si c'est possible, qui lui sont faits, c'est que les gens lui disent en fait que dans l'étude de The Lancet, le taux de mortalité des gens qui bénéficient de l'hydroxychloroquine comme traitement est très élevé. Or, il y a un biais en fait qui a été introduit dans l'étude, c'est que les gens qui étaient, et c'est un biais, je pense, qui a été introduit à dessein, puisque les gens qui étaient dans l'étude étaient des gens qui étaient déjà à un stade avancé de la maladie, ce qui est le contraire hein, de ce que dit le professeur Didier Raoult. Il dit en fait que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine aident à faire baisser la charge virale dès le début de la maladie et empêchent les patients de passer à la phase sévère de la maladie. Et puisque ça empêche les malades d'arriver à la phase sévère, ça évite en fait le taux de mortalité élevé. Mais il dit qu'il y a deux réserves à ça. La première réserve en fait que le professeur a montré, c'est que le Covid en fait, son traitement nécessite de faire d'abord ce qu'on appelle un ECG, un électrocardiogramme, qui permet de valider en fait l'état de santé cardiaque du patient et de s'assurer qu'il ne court aucun risque de tachycardie ou d'arythmie. Parce que les effets notoires au nombre des contre-indications et les effets secondaires notoires de la chloroquine, il y a la tachycardie et donc le fait que le rythme cardiaque pouvait être plus élevé que tout. Et donc il dit en fait que tous les patients qui généralement ont des comorbidités à base cardiovasculaire doivent éviter le traitement de l'azithromycine et de la chloroquine. Alors sans tenir compte de ces réserves épistémologiques-là, médicales notamment, ils ont fait une étude en brocardant de manière assez violente et assez, ma foi, tout ce qui est excessif est vain. Vous connaissez hein, le mot de l'auteur, tout ce qui est excessif est vain, et la charge de The Lancet, en tout cas de cette étude-là, est tellement violente, tellement excessive, que finalement elle perd en force en fait argumentative et elle dessert en fait leurs auteurs. Et Olivier Véran, donc pourquoi je le note, pourquoi je le mets au titre des bonnets d'âne dans cette affaire-là, c'est qu'il s'est tout de suite saisi de ça en demandant en fait au conseil scientifique en fait chargé de l'administration, si on veut résumer, c'est le conseil en fait qui s'occupe de ceux qui donnent les ordonnances en fait, qui donnent les ordonnances et qui valident les protocoles de traitement. Et donc ce conseil-là, Olivier Véran leur a demandé de vérifier comment tenir compte de cette étude-là pour modifier le décret qui rendait possible le fait de mettre en traitement que les médecins de ville et les médecins à l'hôpital puissent administrer de la chloroquine et de l'azithromycine, alors qu'ils n'ont pas encore d'autorisation de mise sur le marché au sens propre du terme et que le protocole de traitement n'a pas été validé. Voilà un peu, si vous voulez, le sujet. Mais pourquoi est-ce que Olivier Véran, ce qu'il fait, en dépit du fait que c'est totalement stupide, et je ne crois pas que ça aura de l'impact sur les prescriptions des médecins qui vont continuer à traiter les patients avec ça, en dépit de ça, c'est quand même quelque chose qui touche à quelque chose, puisque quand vous avez autorisé quelque chose, le fait après de le déconseiller, de vous rétracter, a quand même quelque chose d'assez négatif. J'ai trouvé ça quand même pas très bien du tout. Alors, le sujet donc, voilà, je voulais donc commencer par ça, et puis valider que nous sommes le plus nombreux possible. Marie-Justine, bonjour, bonjour, sois la bienvenue. Merci beaucoup, Marie-Justine. Merci infiniment. Alors, donc, le sujet de ce live d'aujourd'hui, en fait, c'est de parler, en fait, de la géopolitique, en fait, du Covid-19. Et donc, la semaine dernière, nous avions parlé de
la Chine, en fait, au nombre des grands acteurs, en fait, du Covid-19, le premier, naturellement, en termes d'importance et surtout en termes d'acteurs historiques, parce que c'est à lui que nous devons tout ce qu'il se passe aujourd'hui en matière de coronavirus. Donc, c'était la Chine. Nous avons parlé de la Chine la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler des USA. On va parler des USA, en fait, pour nous poser une question. Est-ce que les USA sont une superpuissance en déclin à cause du coronavirus, hein, ou est-ce qu'elle est plutôt, on assiste à la montée en puissance, en fait, de ce qu'on appelle une hyperpuissance numérique. Et c'est à dessein, en fait, que je pose la question sous ce double angle-là, et vous allez comprendre au fur et à mesure des développements le fondement de ce questionnement-là. Mais d'ores et déjà, en fait, il faut admettre quand même que c'est une hyperpuissance qui est atteinte. Aujourd'hui, au jour où je vous parle, il y a près de 36 millions de personnes qui n'ont aucune assurance santé et que le chômage de masse ne va faire qu'aggraver, en tout cas ne va aggraver en tout cas que leur situation de précarité. Parce que vous savez, en fait, les USA, ils ne veulent pas, en fait, ils refusent l'État-providence. C'est absolument le contraire, c'est une initiative privée. L'État est un arbitre, en fait, et l'État n'intervient pas dans le jeu politique. Donc l'État-providence à l'européenne, en fait, ça n'existe pas. Et donc ça risque de faire, d'aggraver la précarité des gens qui sont au chômage, justement. Et puis, on est à quelques encablures des élections présidentielles aux États-Unis. Et je pense que le Covid, en tout cas, arrive comme un débat, en tout cas la crise sanitaire et la politique sanitaire aux États-Unis arrive au cœur du dispositif et va servir en fait à rebattre les cartes littéralement. Et bon, ça nous permettra aussi, on va se questionner là-dessus hein, au cours de ce live-là et de ce débat pour savoir en fait si Trump peut l'emporter malgré sa mauvaise gestion de la crise sanitaire ou plutôt grâce à sa maîtrise du récit. Parce qu'il a entamé un storytelling qui est absolument génial, de mon point de vue. Hein. Si vous le suivez sur Twitter, vous savez que ces foucades sont des foucades de génie, et surtout que l'homme est loin d'être bête, même si on en a vite fait une marionnette. Ok. Alors, je voulais d'abord commencer par le cas de l'assurance santé. Salut Yeta, sois la bienvenue. Alors, je voulais commencer par le cas de l'assurance santé aux États-Unis, qui est quand même un cas assez particulier. Et si on méconnaît les caractéristiques en fait du système de santé aux États-Unis et de l'assurance santé, on peut passer à côté de quelque chose de structurant et de quelque chose qui a un gros impact dans ce qu'est cette crise du coronavirus aux États-Unis. En fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de système de santé universel et que la situation est particulièrement complexe parce qu'il en fait, il coexiste en fait une multitude de situations différentes. Vous avez les plus pauvres en fait qui bénéficient d'un programme fédéral qui s'appelle Medicaid, et puis les personnes qui occupent un emploi qui bénéficient en fait d'une assurance santé, mais cette assurance santé là dont je vous parle, elle est payée par l'employeur. Et ça vaut pour la majorité des Américains. Mais elle ne peut pas couvrir l'ensemble des soins. Et puis vous avez donc des gens qui ne sont pas assurés et qui se situent dans cet entre-deux là, comme s'ils étaient assis entre deux chaises, soit parce qu'ils dépassent le plafond de Medicaid, soit parce qu'ils travaillent dans des entreprises qui sont trop modestes, ou qu'ils n'ont pas souscrit au programme Obamacare, dont on parlera amplement ici, pour des raisons financières. Aujourd'hui, à date, les conséquences de la crise sanitaire sont les suivantes. C'est que les personnes qui sont licenciées du fait de la mise à l'arrêt du pays pour enrayer la progression de l'épidémie vont continuer à bénéficier de l'assurance santé de leur employeur, mais seulement pour une durée limitée. Et puis certaines compagnies d'assurance ont par ailleurs, elles ont indiqué d'ailleurs qu'elles prendraient en charge les coûts de santé liés au Covid-19, même s'ils n'étaient pas prévus dans les contrats, mais toutes ne l'ont pas fait. Bon, en outre, il y a les milliards débloqués en urgence par le Congrès. Vous savez, il a signé comment s'appelle, CARE, le pacte en fait économique que l'État noue avec la nation en fait pour injecter de l'argent, environ 2200 milliards de dollars qui vont aller dans l'économie, dont 30% vont aller aux individus, donc aux personnes privées elles-mêmes. À date, ils n'en ont décaissé en fait que 425 milliards, mais il n'en demeure pas moins que c'est une somme
qui est absolument phénoménale, une somme prodigieuse, et une somme même qui tend à faire penser en fait que est-ce qu'on n'est pas dans une inversion finalement de la politique historique des États-Unis? Est-ce qu'on ne revient pas finalement au temps de la crise de 1929, justement dans laquelle voilà, l'État a été aux côtés des populations et a injecté des liquidités dans l'économie. Donc voilà, c'est une question quand même qui se pose. Mais les milliards qui ont été débloqués par le Congrès ont pour ambition de prendre en charge les malades du Covid-19, mais pas seulement les malades de cette pandémie-là. Alors, j'avais décidé en fait de prendre quand même le cas des Africains américains, parce que pour ceux qui sont... Ah, salut frérot, merci beaucoup, Pi. Et Maître Étienne, sois le bienvenu. Et là, Abdoulaye Tube, sois le bienvenu, Frangin. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, je disais en fait que... alors, je voulais parler quand même du cas particulier de nos frères afro-américains dans cette question du coronavirus, qui ont payé quand même finalement un très très lourd tribut à la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, c'est de notoriété commune. Hein. Tout le monde admet que le coronavirus affecte majoritairement les Afro-Américains. Et ça, en fait, c'est le Center for Disease Control, le centre donc de contrôle des pandémies en fait des États-Unis, qui nous donne l'info que près d'un tiers des infections du pays concernent des Afro-Américains, alors que les Afro-Américains ne sont que 13%, alors qu'ils ne représentent en fait que 13% de la population nationale. Et un tiers des personnes décédées à ce jour des suites du coronavirus aux États-Unis sont noires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Un tiers des personnes décédées des suites du coronavirus sont noires. 33% sont des noirs. C'est énormissime. Et dans certaines régions même, le constat était même plus marqué. Vous avez 36% des décès qui sont dus au coronavirus dans le Wisconsin, concernant des Afro-Américains, alors que les Afro-Américains dans cet État-là ne sont que 6,7% de la population. Le site web de la municipalité de Washington, D.C. a donné comme information que 81% des décès liés au coronavirus au sein de la capitale concernent la communauté afro-américaine. 81%. C'est-à-dire que, alors à Washington, 46% de la population générale de la ville sont des Afro-Américains et 81% des décès concernent les Afro-Américains. Et de nombreux décès sont aussi à déplorer dans les quartiers les plus pauvres de la ville, qui sont des quartiers à majorité afro-américaine. Et alors, il y a plusieurs causes, hein, parce qu'il ne faut pas dire simplement que c'est la mauvaise gestion de Donald Trump qui a causé la mort des Américains. On ne peut pas l'exclure. Il a une responsabilité parce que c'est lui qui est le responsable. Mais de façon structurelle, les Afro-Américains sont exposés, on va même dire qu'ils sont surexposés à plusieurs types de risques. D'abord la pollution, ensuite ils ont des logements, des logements ségrégés, ça s'appelle comme ça, puisque c'est des logements en fait qui font l'objet de quotas, donc ils sont moins bien assainis, moins bien, l'hygiène et la salubrité n'est pas forcément au rendez-vous. Les Afro-Américains sont aussi une population qui est surreprésentée dans les populations carcérales. C'est vraiment des gens qui sont beaucoup dans les prisons. Ils sont aussi surreprésentés dans les emplois au contact. C'est-à-dire que quand vous parlez de... Alors tous les postes de vendeurs, tous les postes de... comment on dit ça, éboueurs, tous les postes de médecins, infirmiers, assistants sociaux, donc tous ceux qui sont au contact direct, on a plus d'Africains-Américains en fait qu'il n'y en a de gens des autres, comment on va dire, communautés ethniques. Et puis on a quand même une concentration géographique dans des espaces, vous savez, hein, les fameux ghettos, qui sont à la fois des déserts alimentaires et des déserts médicaux. Donc ce qui fait qu'ils sont quand même extrêmement exposés, et puis ils sont sous-protégés. Alors, je pense que vous vous souvenez tous de la loi de Obama, l'Obamacare en fait. Quand Obama mettait en place l'Obamacare en fait, il représentait 20% environ, la cohorte des Américains qui n'avaient pas d'assurance en fait, ils étaient représentés à hauteur de 20% parmi les Américains qui n'avaient pas d'assurance. Et à ce jour aujourd'hui, parce que bon, l'Obamacare est toujours en service, même si
il a fait l'objet quand même de plusieurs attaques de la part de Donald Trump. Ça reste quand même une vraie alternative en fait au défaut d'assurance. Et ensuite, et ça, il paye un très très lourd tribut au coronavirus en fait. Et ça, je voulais juste faire cette parenthèse-là, parce que je pense en fait que si nos frères afro-américains sont si démesurément touchés, c'est aussi parce que, de façon systémique, ils sont exposés à un racisme. Parce que véritablement, hein, les États-Unis, en dépit du fait qu'ils ont, depuis la loi sur les civils, sur les, comment on va dire, les libertés civiques, sur les droits civiques, notamment, depuis cette loi-là, on sent bien qu'ils ont effectivement de jurés sur le papier, ils ont libéré, ils ont restauré l'égalité, mais dans les faits, le retard que ces populations-là ont pris est encore, peine encore à être résorbé. Et d'ailleurs, c'est pour ça, moi, je suis partisan de ceux qui croient qu'il y a une rémunération à demander, il y a des compensations à demander, il y a des indemnisations à réclamer. Et que, justement, au lieu de s'empresser de soutenir Joe Biden ex nihilo, il faudrait demander à tous les candidats qui arrivent de s'engager sur ces questions-là, des compensations et de l'indemnisation des descendants d'esclaves pour ce qu'ils ont vécu. Et je ne suis pas juste dans une affaire numérique. Hein. Peut-être qu'on aura l'occasion lors de notre live d'aborder cette question-là de l'indemnisation. Mais si le préjudice, si la faute est avérée et que le lien de causalité entre la faute et la situation actuelle ne souffre pas l'ombre d'un doute, je ne comprends pas que l'indemnisation pose problème. Il faut que ces gens nous disent pourquoi ils ne veulent pas indemniser les gens. Bien. Mais enfin, aujourd'hui, on est dans une situation conjoncturelle où les Afro-Américains payent le plus grand prix, payent d'un très grand prix cette crise du Covid-19. Et d'ailleurs, aux États-Unis même, les spécialistes issus de la communauté afro-américaine évoquent en fait, ils évoquent d'autres facteurs, notamment les liens sociologiquement, la manière dont les Afro-Américains vivent en famille, avec des amis, les groupes religieux. Vous savez que le protestantisme agissant, militant, le mouvement des born again est très actif, très dynamique au sein de la communauté noire aux États-Unis, et que tout ça, plus le fait qu'au départ, il y a eu une espèce de théorie du complot qui fait qu'ils n'ont pas tout de suite réagi en prenant des dispositions pour se protéger, mais ils étaient un peu dans cette espèce de théorie du complot, alimentée aussi par, il faut en convenir, Donald Trump qui a beaucoup mis de l'eau à ce moulin-là avant de se raviser. Et puis il y a aussi le problème, mais ça je l'ai déjà expliqué, de la surpopulation en milieu urbain et dans les ghettos, où plusieurs générations peuvent être amenées à partager un même espace au niveau des États-Unis. Et puis, si on veut, dans les emplois qui sont payés à l'heure, et ça c'est un point que je n'entends pas souvent les chroniqueurs mettre en avant, vous avez aux États-Unis beaucoup d'emplois qui sont payés à l'heure et qui ne donnent donc droit, qui n'ouvrent pas droit à une couverture médicale. Et donc, les Afro-Américains sont surreprésentés aussi dans cette catégorie-là des emplois payés à l'heure. Et donc, ils font partie de ceux qui ont été les premiers à être licenciés. Et ils sont aujourd'hui sans emploi, ni assurance. Donc voilà. Et puis, et ça, parce que justement, le Covid-19, en fait, est une continuation de causes de morbidité qui avaient précédé au sein de la communauté. Aujourd'hui, pour 8 des 13 causes principales de décès aux États-Unis, les maladies cardiaques, les AVC, le cancer, la grippe, la pneumonie, le diabète, le sida, l'insuffisance rénale, et puis, et ça, il faut bien le noter parce qu'on ne le dit pas assez souvent, c'est les homicides. Nos frères afro-américains s'entretuent beaucoup. Et beaucoup d'entre eux meurent aussi par homicide. Et ça aussi, c'est la conséquence effectivement de ce qu'ils appellent, hein, je ne sais plus d'ailleurs c'est lequel des amendements, qui les autorise en tout cas à avoir des armes par devers eux, à être armés, et sans avoir besoin forcément de réclamer une autorisation.
Donc voilà. Alors, évidemment, quand on prend tout ça, quand on prend cette grande figure, ce qu'on appelle en anglais the big picture, on peut avoir le sentiment en fait que les États-Unis sont sur la voie descendante. Mais attention, parce que les États-Unis, c'est quand même une puissance, d'abord c'est une hégémonie informatique, on va en parler dans le détail. C'est une hégémonie absolue dans le secteur de l'informatique. Et la conséquence de l'hégémonie dans le secteur informatique, c'est qu'elle trône sur les données personnelles de toute l'humanité. À quelques exceptions près, hein, si on accepte la Chine et puis la Russie, qui essaient de construire à côté, comment on va dire, une infrastructure informatique qui permet de contrebalancer, alors difficilement, mais qui permet de le contrebalancer, le pouvoir des GAFA, hein, des GAFA, on a même dit des GAFAM, hein, puisque c'est Google, Apple, Facebook, euh, euh, Google, Apple, Facebook et j'oublie le dernier, mais ça va me revenir. Et puis Microsoft. Donc, dans les GAFAM, vous avez en fait, c'est probablement le top one de la fortune mondiale, compris par 4 sociétés. On oublie aussi que les États-Unis sont partis dans une zone, le Proche et le Moyen-Orient, où ils sont en train de se battre en fait pour la maîtrise des ressources énergétiques dans cette zone-là, et qu'ils n'y sont pas mal placés dans ces zones-là. On oublie aussi un peu rapidement que c'est le gestionnaire de la monnaie du commerce mondial. Ils gèrent le commerce mondial, ils ont la haute main dessus à cause du dollar. Le dollar est la monnaie de toutes les transactions et la bourse de New York est la mère des bourses. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons-là que nous allons regarder dans le détail, il faut considérer que il y a encore du temps avant que l'on puisse décréter la mort des États-Unis. On a vu la semaine dernière en fait qu'il y a quand même une vraie rivalité entre la Chine et les États-Unis, rivalité au cœur de laquelle des alliances se nouent, notamment entre la Russie et la Chine. On parlera aussi de la Russie juste dans quelques minutes là, justement de la Russie et du rôle qu'elle joue, qui permet en fait de rompre ce monde bipolaire en fait, où il y a 2 axes seulement aujourd'hui, l'axe de la Chine et l'axe des États-Unis. Aujourd'hui, on est obligé de remettre au goût du jour la Russie, que beaucoup avaient donnée pour morte. Donc on en parlera justement lors du live de la semaine prochaine. On parlera de la Russie, de l'Union européenne et de l'Afrique. On en parlera dans le même live, celui de la semaine prochaine. Et ce sera le dernier live sur la question de la géopolitique de la pandémie. Donc voilà un peu. Quand je disais donc que les USA sont une hégémonie informatique, voici les raisons pour lesquelles je dis ça. Parce que on a tendance à l'oublier. Enfin, on ne l'oublie pas, mais on ne le dit pas assez souvent. Et quand on parle des États-Unis, on en parle comme si c'était un pays comme un autre. Alors que les États-Unis sont un continent à part entière. C'est vrai, c'est l'Amérique du Nord par rapport à l'Amérique du Sud, mais c'est un continent, à proprement parler. Mais c'est aussi un continent informatique. Et c'est ça la vérité. Un continent informatique. Aujourd'hui, les USA, c'est 1,5 million de serveurs dans le monde sont présents aux États-Unis. Soit le double, c'est le double en fait en termes de capacité des 9 États qui le suivent dans le classement. C'est 40% des data centers mondiaux qui sont hébergés aux États-Unis. Et le flux de données qui sont générés par les utilisateurs américains est estimé à plus de 30 000 petabytes par mois, et ça fait environ 20% du trafic mondial de données. C'est énormissime. L'industrie mondiale des infrastructures du secteur numérique, je veux parler par exemple de IBM, Microsoft, HP, Dell, Cisco notamment, est majoritairement dominée par les entreprises américaines que je viens de citer. Alors, vous avez aussi les fabricants de matériel et d'équipements asiatiques et occidentaux, qui sont des alter ego, des concurrents sérieux sur le marché. Mais on a vu récemment le développement d'entreprises énormissimes comme Google, Facebook, Twitter, qui ont imposé littéralement sur le marché de nouvelles normes de programmation informatique. Par exemple, Facebook, pour donner cet exemple-là,
ça n'existe pas dans l'histoire de l'humanité une entreprise qui a pour client plus de 2 milliards de personnes. Ça n'existait pas. Avant Facebook, ça n'existait pas. 2 milliards de clients qu'elle sert en même temps. Alors vous imaginez bien que quand elle se mêle de politique, de présidentielle notamment, elle peut effectivement faire basculer les grands agrégats. Autre exemple, c'est les 3 principaux systèmes d'exploitation utilisés pour la téléphonie mobile. Je veux parler de iOS pour ceux qui sont sur iPhone, Android, qui est à l'origine en fait une start-up américaine, mais qui a été rachetée par Google, et vous avez aussi les Windows Phone qui sont développés par Microsoft. Aujourd'hui, 100% des principaux systèmes d'exploitation sont américains. Et vous avez les 3 plus gros systèmes d'exploitation du monde, Mac, Windows et Linux, sont des systèmes d'exploitation américains. Enfin, vous avez les données. Parce qu'on oublie ça, cette partie-là. Mais vous savez, on est à une ère en fait où la question des données personnelles, notamment sur les réseaux sociaux, sont devenues un élément central de la mise en œuvre et de l'expression de la puissance des États. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la géopolitique et si le cyberespace, si on peut considérer qu'il y a un monde physique et un monde, comment on va dire, virtuel, dans le monde virtuel, les États, leur puissance est fonction de la donnée, de la data. La quantité de données sur lesquelles on met une nationalité ou qui passe par leur territoire est un élément central et déterminant de la puissance des États. Et c'est pour ça qu'on a vite fait d'enterrer les États-Unis, mais les États-Unis sont une puissance informatique majeure. Et la Chine, en fait, ne lui tient les bottes qu'avec la question de la 5G, qui peut renverser la table. On en a parlé la semaine dernière, parce qu'avec la 5G, l'hégémonie informatique des USA peuvent être remises en cause. Et ils l'ont bien compris, c'est pourquoi ils se sont empressés de décréter Huawei entreprise terroriste, de la mettre sur liste rouge, et ils en sont même allés jusqu'à arrêter la fille du président de Huawei, qui était en séjour en fait au Canada. Ils l'ont arrêtée à l'aéroport de Montréal, je crois, en disant qu'ils auraient fait des failles de sécurité dans des systèmes informatiques. Donc on voit bien que la géopolitique, elle se poursuit sous une forme géostratégique dans le cyberespace. Et les détenteurs de ces données-là deviennent de facto des acteurs incontournables des politiques publiques nationales comme internationales. Alors évidemment, je vous avais dit, hein, le but en fait de ce live, en fait, ce n'est pas de donner un cours magistral, c'est aussi de pouvoir échanger avec vous sur ces questions-là qui, je le sais, pour la plupart d'entre vous, sont des questions au cœur des problématiques que vous manipulez régulièrement et pour lesquelles vous avez un vrai questionnement, comme moi-même je peux en avoir sur ces questions. Okay. Donc n'hésitez pas, si d'aventure vous voulez intervenir, allez-y, vous savez comment ça se passe. C'est généralement très interactif et je vous encourage à le faire. Alors, la détention des données mondiales d'ailleurs, pour finir sur ce sujet-là, il faut savoir que Facebook aujourd'hui, c'est environ 2,5 milliards d'utilisateurs actifs et le volume de données qui sont générées par Facebook est tel que les calculs ne sont même pas réalisables. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ok, ils savent les calculer, mais ça bouge tellement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle du big data. On parle du big data, pourquoi? Parce que c'est des données importantes en volume, qui sont différentes à cause justement de leur variété de ces types de données-là, et surtout de la vitesse à laquelle elles changent. Et donc toute la difficulté, tout le caractère ardu du calcul réside dans le fait de calculer en un temps T l'importance de ces données-là, qui sont générées, stockées, échangées depuis et via leur plateforme et leur infrastructure. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Vous savez, quand on parle de Facebook, il faut rappeler quand même ce que c'est Facebook. Facebook, eh bien c'est WhatsApp. Et WhatsApp, c'est près de 2 milliards d'utilisateurs
100 millions d'appels par jour, 42 milliards de messages textes et 1,6 milliard de photos échangées. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur du deal, quoi. Instagram, c'est aussi Facebook, c'est Instagram. C'est plus de 600 millions d'utilisateurs. Non, que dis-je? C'est plus d'1 milliard d'utilisateurs, 50 milliards de photos qui sont mises en ligne, 500 millions de vidéos, et j'en passe. Et de la même manière, seules des estimations peuvent être avancées sur le volume de données que Google, Apple, voilà, c'était Amazon, en fait, je cherchais le terme tout à l'heure, c'était Amazon gère au quotidien. Alors, les chercheurs ont estimé que le volume de données géré uniquement par Google pouvait être alors de l'ordre de 10 à 15 exabytes. Bon, étant donné que la magnitude des volumes évoqués ici, la capacité des entreprises de la Silicon Valley à adapter les infrastructures et les protocoles nécessaires à la gestion de tous ces flux-là, en innovant en permanence, mais c'est absolument prodigieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, la supériorité des États-Unis sur le cyberespace, je veux dire, on a la même différence, en fait, entre 2020 et l'âge de pierre. Si vous voulez, la différence en termes d'évolution et de performance, elle se situe là. Elle se situe à ce niveau-là. Et puis, quand on observe les différentes composantes d'Internet, on ne peut que constater la position dominante des entreprises numériques de la Silicon Valley. Parce qu'on va parler aussi de la Silicon Valley, qui est un des leviers par lequel les États-Unis ne vont pas périr. Mes amis, les États-Unis ne mourront pas. Cette pandémie-là va peut-être faire bouger sa position, elle va peut-être la déstabiliser, mais les États-Unis ne mourront pas. Ok? Alors, aujourd'hui, quand je parle en fait de la Silicon Valley, qui est le deuxième levier, premier levier, c'est l'hégémonie informatique. Mais l'hégémonie informatique, elle est assise sur un écosystème économique, industriel, géographique. Pour ceux qui ont déjà vu là, le siège de Apple, vous savez, la fameuse corbeille d'abondance, ils ont reproduit en fait la corbeille d'abondance de la Grèce antique à l'identique, avec un siège qui a coûté, je crois, une centaine de milliards de dollars, une centaine de milliards de dollars, et le siège est totalement autonome en énergie. Totalement autonome en énergie. Quelle est l'entreprise aujourd'hui qui peut mobiliser une centaine de milliards pour construire son siège social? Et ils le construisent au cœur de la Silicon Valley, qui est justement cette... et la symbolique est forte, hein, parce que la Silicon Valley, c'est aussi la zone d'abondance, en fait, économique, de créativité, et c'est par la Silicon Valley que les États-Unis inventent la domination sur le monde de demain. C'est par la Silicon Valley qu'ils passent. Donc ce n'est pas simplement une région géographique. D'ailleurs, pour mes amis qui sont sur le live justement et qui ont déjà visité ça, sont sûrement d'accord. C'est une région géographique en fait, mais ce n'est pas ça qui est vraiment le plus important, elle est toute petite en fait. Mais c'est plus les acteurs qui la constituent, les intérêts qui sont en jeu, les mécanismes qu'ils ont mis en œuvre en fait, qui créent les réseaux de connaissances, d'échanges, de financement, les politiques publiques qui soutiennent les activités de la zone, qui en font un véritable système qui, quand on l'analyse en fait, requiert quand même plusieurs échelles d'analyse et plusieurs seuils de discipline pour pouvoir analyser tout ce qu'il est en train de se passer dans la Silicon Valley. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la Silicon Valley tire la croissance des États-Unis, littéralement, et comble de manière harmonieuse la désindustrialisation qui a précédé l'arrivée de Trump. Vous savez, pendant les 20-30 années qui ont précédé l'arrivée de Trump, un peu aussi à cause du capitalisme, les États-Unis se sont déshabillés. Sont déshabillés à la poursuite d'ailleurs du profit. Hein. À la recherche du profit, ils ont externalisé, délocalisé, fait produire leurs choses en Chine, etc. Et c'est ça d'ailleurs qui fait qu'aujourd'hui la Chine tient le monde. On va en parler là dans quelques minutes quand on parlera de ce qui s'est passé sur la question du pétrole et sur la question en fait des ressources énergétiques qui ont été l'enjeu d'une guerre
à peine larvée, hein, d'une guerre entre la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Il n'y a pas longtemps, en février. Et elle a connu son dénouement, je crois, en avril. Je crois le 22 avril. Mais enfin, je vous en parlerai tout à l'heure. Je crois que c'était le 22 avril. Donc, les États-Unis sont à plusieurs coups dans cette compétition-là, dans la lutte au pouvoir géopolitique. Oui, alors Pi, tu n'es pas totalement d'accord sur l'analyse de la situation des Noirs aux USA. La position de victime est dangereuse en ce sens que plutôt de se bouger pour s'en sortir, on se complaît dans le rôle de victime. Et de plus, si réparation doit demander aux États-Unis, quid de la responsabilité de l'Afrique qui a vendu ses propres enfants? Écoute, tu as tout à fait raison et je partage ton analyse. Je vais te proposer en fait que, Pi, si tu en es d'accord, qu'on prépare en fait justement un live en fait sur la question de la réparation. J'ai 3 amis en fait qui ont, alors on pourrait faire un multiplex dessus, sur la question de la réparation, parce que c'est un sujet important. C'est un sujet important et il y a 2 positions qui sont équivalentes en fait, et qui se valent les deux. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a tort et qui a raison. Il y a des arguments à faire valoir. Et je suis d'accord avec toi, la position de victime est dangereuse. Mais j'ai quand même une info à te donner. Est-ce que tu sais que les propriétaires d'esclaves aux États-Unis ont été indemnisés après qu'on ait, comment on va dire, interdit l'esclavage? Ils ont été indemnisés. Ils ont été indemnisés pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu leurs biens. Tu te rends compte? Alors, on a indemnisé les propriétaires d'esclaves et ceux qui ont payé de leur vie et ceux qui ont payé de leur sang cet argent justement qui a fait la fortune. Parce qu'aujourd'hui, si les États-Unis sont la puissance économique mondiale dont nous parlons aujourd'hui, c'est à cause des terres assurément, mais c'est aussi à cause de la force de travail gratuite qui a été mobilisée sur ces terres-là pour obtenir de la valeur, la transformer en argent et n'en jamais rien partager. N'en jamais rien partager. Oui, moi je pense quand même qu'il y a... Mais ce n'est pas le sujet. Je suis d'accord. Écoute, ce que je te propose, on peut préparer un sujet dessus et puis on invitera quelques amis. Je pense notamment à Maître Joseph Étienne que je vois sur le live et dont je connais les lumières sur cette question. Je pense notamment à Ibrahim Maliktoun qui pourrait être intéressé par ce débat. Je pense notamment à... alors, je ne vois pas tous mes autres amis qui sont très intéressés par cette question. Mais je vous tends la main. Mettez-moi en commentaire si vous êtes intéressés pour que on organise ce live-là sur cette question de... Ah, salut Ousmane, sois le bienvenu. Merci Frangin. Alors, je réponds à ta question dans 2 petites minutes. Je réponds à ta question tout de suite. Donc, si vous êtes d'accord pour qu'on organise ce live sur la question donc, de la réparation, de l'indemnisation en fait des Africains américains aux États-Unis, si vous êtes d'accord pour qu'on l'organise, dites-le nous. Et puis n'hésitez pas à taguer des gens que l'on pourrait inviter en fait sur ce live-là pour partager dessus. En tout cas, je suis très ouvert à ce qu'on ait ce débat-là. Alors, qui a gagné la guerre commerciale USA-Chine? Alors, la guerre n'est pas terminée, Ousmane. C'était la première chose que je voulais te dire. Elle n'était pas terminée. Et chacune des parties a des éléments à faire valoir. C'est intéressant parce que je sais que tu connais bien la Chine, en fait. Ousmane Bal est un entrepreneur qui va régulièrement en Chine et qui a implanté une vraie infrastructure. Et je suis content de l'avoir parmi mes amis parce que Ousmane connaît bien la Chine. Ousmane, la Chine pendant longtemps a été les ateliers du monde, jusqu'à ce qu'elle ait changé maintenant dans sa stratégie. La guerre commerciale est loin d'avoir été gagnée par les USA. Ensuite, vous avez certainement vu cette question-là des droits de douane, la guerre entre les USA et la Chine sur les droits de douane. Je vais terminer par ça si tu veux bien, parce que je crains de ne pas terminer, mais cette question-là, je vais t'y répondre avant la fin. D'accord? Si tu en es d'accord.
reste d'ici la fin. Ah non, non, Pi, absolument non. Attends, moi je suis d'accord. Je pense que, écoute, on va en parler. Je sais que non, je connais tes vues. Alors, Pi c'est mon grand frère en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup contribué à mon éducation personnelle. Donc, je respecte ses lumières énormément. Mais je tiens à ce qu'on ait cette discussion. Et si d'autres personnes sont intéressées, mettez-moi dans le live, comme Pi vient de le faire, ceux qui sont intéressés à ce qu'on l'organise et puis on va le faire. Ok. Donc, sur la Silicon Valley, donc, j'avais terminé dessus. Maintenant, il y a eu cette question de la guerre pétrolière qui est passée quasiment inaperçue. Alors, qui parmi vous, par exemple, savait que le lundi 20 avril, donc il n'y a pas longtemps, il y a environ 3 semaines, non, un peu plus, 3 semaines, un mois, allez, un mois, l'or noir, la valeur du baril américain de pétrole était en dessous de zéro. Qui parmi vous avait connaissance de cette situation? La question du coronavirus a eu comme conséquence que la plupart de cette information est passée quasiment inaperçue. Personne ne s'en est rendu compte. Qui parmi vous savait que les États-Unis sont le premier producteur de pétrole depuis 2018, le premier producteur mondial de pétrole? Voilà, et c'est exactement ça. Pourquoi je pose cette question en fait? C'est moins pour vous embarrasser que pour vous dire en fait que il y a eu une guerre pétrolière pendant la crise du coronavirus. Parce qu'effectivement, l'or noir a subi les contre-coups en fait, du ralentissement économique de la Chine. Vous savez que la Chine avait fortement réduit la demande mondiale. 15% de la demande mondiale de pétrole est achetée et absorbée par la Chine. 15%. Quand la Chine s'est mise au ralenti, parce que je dois vous rappeler que la Chine a confiné la première. Et donc l'économie mondiale a connu un ralentissement quand la Chine est partie en confinement. Et ça affaiblit le cours. Et ensuite, il y a eu des tergiversations, vous savez, au sein de l'OPEP+, qui n'ont fait qu'aggraver le krach pétrolier qui était d'ampleur historique. Et sur certains contrats, par exemple le 20 avril, le prix du baril a été jusqu'à être négatif. On a été jusqu'à moins 37,63 $. Moins 37,63. Ça veut dire que ceux qui détenaient des barils de pétrole américains ont payé des gens pour s'en débarrasser. Et pourquoi cette dégringolade-là? Parce qu'on peut, vous savez, alors notre but aussi en faisant ces lives-là, c'est aussi de nous édifier mutuellement. Cette dégringolade-là, spectaculaire qu'on a observée le 20 avril, c'était le dernier épisode d'une série en fait, d'un feuilleton, d'un marché en pleine crise, qui a été bouleversé d'abord par la récession économique, mais qui a été plongé ensuite dans une dépression profonde à cause de la rivalité entre les États-Unis, la Russie et l'Arabie saoudite. Alors, vous savez tous que les États-Unis, la Russie et l'Arabie saoudite font partie en tout cas des pays les plus grands producteurs d'hydrocarbures au monde. Quand il y a eu la crise, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous savez que les États-Unis, en fait, ils produisent du gaz de schiste, en fait. Le gaz de schiste, par opposition aux autres gaz, en fait, notamment celui de l'Arabie saoudite et de la Russie, a la particularité d'être plus léger. Il est plus léger, donc plus facile à raffiner, etc. Mais il a une grande contrainte. Et cette contrainte-là, c'est quoi? C'est son seuil de rentabilité. Jusqu'en 2014, je pense, jusqu'en 2014, le seuil de rentabilité, le seuil d'équilibre du prix du baril. Parce que, bon, on ne doit pas. Alors, je m'efforce quand je dis des choses qui semblent compliquées, de les expliciter. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter si si je passe trop vite sur une question. Mais vous savez, les pays qui sont producteurs de pétrole et qui exportent du pétrole brut le font en fait, ont une ressource en fait qui permet de garantir leur équilibre budgétaire. Et donc le seuil de rentabilité, c'est le moment en fait où les ressources issues du pétrole compensent toutes les charges en fait du budget national.
Et donc, le seuil d'équilibre, en fait, du pétrole aux États-Unis, pendant longtemps, a dépassé les 84 dollars. Et donc, pendant longtemps, il n'a pas été rentable d'exploiter ce gaz de schiste-là. Et ensuite, il y a eu, vous savez, les évolutions de la technologie, l'extraction du pétrole et son exploitation. Parce que le gaz de schiste, en fait, c'est quoi? Et parce qu'il faut aussi qu'on explique ça. Le gaz de schiste, en fait, c'est de la fracturation de roches, en fait, pour extraire c'est des, comment s'appelle cette affaire-là? C'est des sols bétadineux. Enfin, euh, oui, en fait, c'est une pierre, en fait. C'est plus léger parce que c'est de la fragmentation de sol pour extraire, en fait, du pétrole. Et pendant longtemps, cette technologie-là ne servait à rien. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'Algérie, par exemple, son seuil d'équilibre en fait, du prix du baril, c'est 109 dollars. A contrario, alors qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple qui va vous parler? La Russie, son seuil de rentabilité, c'est 42 dollars pour le baril. Le Kazakhstan, c'est 57 dollars. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Bahreïn, le Qatar, 45 dollars. Donc, quand il y a une compétition mondiale sur la demande, en fait, et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cette discussion? Ah oui, oui, non, il a vachement baissé. Il a vachement baissé, et c'est ça, tu vois, et c'était ça le subterfuge. Oui, le subterfuge, c'est qu'ils n'ont pas baissé à la pompe. Mais pourquoi ils n'ont pas baissé à la pompe? Ils ont fait tellement d'efforts aussi pour cette crise sanitaire-là. Les industries étaient au ralenti qu'il n'était même pas envisageable pour les pays, pour les États, de revoir à la baisse le prix de l'essence à la pompe. C'est une question d'équilibre budgétaire. Donc on n'a pas vu la différence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette guerre-là, c'est que l'Arabie saoudite a convoqué un sommet dans lequel il a invité la Russie et il a invité les USA. Parce que les USA inondent le marché depuis plus de 2014 et en 2018, on a eu un pic en fait. Salut docteur Tidiane, sois le bienvenu frangin. Merci infiniment. Docteur Tidiane Ball, mon excellent ami. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ils ont convoqué en fait une grande conférence en disant aux gens, OK, il y a un ralentissement en Chine. La Chine achète 15% de la production mondiale. Il y a une crise sanitaire. Les autres économies mondiales vont suivre le ralentissement. Il faut qu'on réduise la demande. Parce que c'est une mécanique économique extrêmement simple. Si la demande baisse et que l'offre augmente, qu'est-ce qui se passe sur les prix? Les prix se cassent la figure. Et si les prix se cassent la figure, l'équation mathématique de profitabilité, c'est-à-dire l'équilibre budgétaire, se casse la figure en même temps. Pourquoi? Parce que dans la période de crise, en fait, les ressources budgétaires, elles viennent des taxes, et pour les pays qui sont producteurs de pétrole, elles viennent aussi, notamment, de ce que nous avons comment ça s'appelle là? Quand on est un pays producteur, des ressources produites et exportées. Donc, si vous avez une crise, donc vous ne pouvez pas taxer, vous ne pouvez pas lever d'impôts, vous ne pouvez pas prélever l'impôt, en tout cas auprès de vos contributeurs, et que d'un côté, votre ressource principale, qui est votre intrant majeur, suit la pente descendante, vous êtes dans une situation catastrophique. Alors, l'Arabie saoudite a appelé la Russie, mais la Russie a refusé de faire baisser le prix de sa production. Et elle a laissé, parce que justement, c'était le moment où seuls les États-Unis ne pouvaient pas suivre, parce que la Russie, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le seuil de rentabilité de la Russie en termes de production du baril, il est à 46. Le seuil des États-Unis en termes de production du baril, il est à 84. Qui des deux peut souffrir s'il y a une compétition sur un marché? Celui qui est le moins compétitif va souffrir le plus rapidement possible. Et la Russie a utilisé donc le pétrole en refusant de suivre l'Arabie saoudite, qui, elle, est l'allié des États-Unis. Vous savez que depuis 1945, en fait, l'Arabie saoudite et les États-Unis sont signataires, enfin les deux, ont noué un pacte, en fait, s'appelle le pacte du Quincy. Et le pacte du Quincy, en fait, c'est le fameux, c'est la dynastie des Saouds, là, le roi d'Arabie saoudite, a signé avec le président d'alors des États-Unis un pacte où les États-Unis assurent la sécurité
du royaume d'Arabie Saoudite, royaume des Saouds, et en retour, les Saouds donnent un monopole sur le pétrole aux États-Unis. Alors je vous parle de 1945, hein. Je vous parle du moment où l'économie sort, enfin le monde sort de la guerre, on est en train de réindustrialiser, les États-Unis sont le patron du monde, je vous parle de cette période-là, et où les besoins des États-Unis en termes de production industrielle vont en explosant. Et donc à cette période-là, ils nouent une alliance. Et donc cette alliance-là fait que aujourd'hui, d'ailleurs cette alliance, elle a été renouvelée en 2005, donc il n'y a pas longtemps en fait. Elle a été renouvelée, tenez-vous bien, pour 60 ans. Donc l'alliance entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, on est reparti pour 60 ans. Et cette alliance-là, elle inclut Israël, l'Arabie Saoudite et les USA. Et en face, qui nous avons? La Chine et la Russie. Et la Chine est en train de rentrer dans un deal, justement, j'en ai parlé la semaine dernière, avec les nouvelles routes de la soie, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui vise en fait à autonomiser la Chine si d'aventure les routes commerciales, maritimes hein, essentiellement, parce que vous savez, la Chine, pour exporter ses produits, passe notamment par le détroit d'Ormuz, vous savez, par les voies maritimes. Et donc, le problème, en fait, c'est que si ces voies étaient fermées dans le cadre d'un litige, d'un contentieux, d'une guerre ouverte avec les États-Unis, la Chine pourrait souffrir énormément. Donc, la Chine est en train d'imaginer aujourd'hui de nouvelles voies, ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, construire de nouvelles routes donc, qui vont être des routes terrestres, des routes maritimes et des routes ferroviaires. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, elle prévoit de mettre énormément d'argent. Elle a déjà mobilisé d'ailleurs 475 milliards de dollars qu'elle finance d'ailleurs sur son budget personnel grâce à ses banques d'État qui lui tiennent la main. Et donc, quand il y a eu ce débat-là, parce que cette question de la guerre, il faut la ramener dans le cadre global de la stratégie américaine au Moyen-Orient. Vous savez que la politique de Washington au Moyen-Orient a été influencée par une multitude de facteurs, notamment ce qu'on a appelé à un moment donné l'endiguement du communisme, qui a été jusque dans les années 90, et puis à partir des années 90 jusqu'en 2001, non, à partir de 2001 plutôt, on a eu la lutte contre le terrorisme. Vous savez, avec les attentats du World Trade Center, et puis on a démarré là une deuxième phase en fait dans la stratégie américaine au Moyen-Orient. Et il y a deux axes majeurs en fait de cette stratégie-là. La première, c'est la sécurisation des approvisionnements en hydrocarbures. On y revient, hein, c'est bien cette question-là. Sécurisation des approvisionnements en hydrocarbures, sécurité de l'État d'Israël dans son équation stratégique au Moyen-Orient. Alors, pour rappel, hein, vous savez, au Moyen-Orient, vous avez en fait l'Arabie Saoudite, qui est au cœur en fait d'un environnement qui lui est particulièrement hostile. Vous avez l'Iran, donc qui a quelques encablures. Vous avez le Yémen, qui est pas loin. Vous avez l'Irak, qui est pas loin. Et où vous avez des soldats qui sont prépositionnés, des soldats iraniens. D'ailleurs, je vous rappelle que le fameux général là, qui fait partie du comité des guides iraniens là, pour la révolution a été tué en Irak parce qu'il y a des bases des Américains, des soldats irakiens, des Iraniens qui sont prépositionnés en Irak et qui sont aussi en Syrie d'ailleurs, et puis au Liban, et qui sont donc le point le plus avancé en fait de l'Iran dans ces pays-là. Pourquoi est-ce que c'est un problème pour les États-Unis? Parce que les États-Unis ont pour rôle et pour mission de sécuriser l'Arabie Saoudite. Je vous rappelle que quand les États-Unis sont rentrés en guerre contre l'Irak, c'était aussi pour protéger l'Arabie Saoudite. Quand ils sont rentrés en guerre contre... alors chaque fois qu'ils sont rentrés en guerre, l'Arabie Saoudite et son rôle majeur étaient compromis. En tout cas, il y avait un problème avec l'Arabie Saoudite. Et puis vous avez Israël. Israël, qui est le pire ennemi de l'Iran dans cette zone-là. Israël, parce qu'évidemment, Israël et l'Iran sont des ennemis jurés. Pourquoi? Parce que l'Iran a dit qu'il ne prendra pas, et notamment depuis la révolution des ayatollahs, l'Iran a juré qu'elle ne prendrait pas de répit jusqu'à ce que l'État israélien ait disparu. Voilà. Donc, c'est aussi ça qui fait que l'Iran est l'ennemi juré des États-Unis.
Et, mais le problème aujourd'hui, c'est que l'Iran s'impose comme la puissance régionale qui est concurrente de l'Arabie saoudite. Vous voyez, hein, regardez un peu sur les cartes, en fait, l'Arabie saoudite, c'est presque le même territoire en termes de géographie. Hein. C'est un territoire au moins similaire à celui de l'Iran. Et ensuite, il y a une rivalité qui est plus ou moins construite là-bas entre les Perses et les Arabes, les chiites et les sunnites, les pro-américains et les anti-impérialistes, les monarchies réactionnaires, et puis l'Iran est une république révolutionnaire. Donc, si vous voulez, l'Iran est l'exact contraire de l'Arabie saoudite. L'exact contraire. Tout ce que fait l'Arabie saoudite, l'Iran s'oppose à cela. Et depuis, je pense, 79, quand Téhéran a basculé, en fait, les États-Unis, en fait, ont commencé à s'appuyer, mais de manière plus déterminante, sur Riyad, en fait, dans cette péninsule arabique-là. Maintenant, le pacte du Quincy, donc je l'ai rappelé, depuis 2005, il a été signé pour une durée de 60 ans. Mais il est de plus en plus fragile. Pourquoi? Parce que, premièrement, les progrès technologiques et l'utilisation combinée du forage à l'horizontale et la fracturation hydraulique dont j'ai parlé tout à l'heure rendent profitable l'exploitation du gaz de schiste et le pétrole de schiste aujourd'hui aux États-Unis. Depuis 2007, mais on a commencé à voir vraiment sa production à partir de 2014, mais depuis 2007, c'est devenu intéressant. Donc les États-Unis deviennent rapidement le premier producteur mondial d'hydrocarbures et ils sont même compétitifs à l'export depuis quelques années. Ils ont mis en service de nouveaux pipelines et puis leur seuil de rentabilité en fait à 80 $, ils ont réussi depuis fin 2019, il oscille entre 48 et 54 $. Donc il devient maintenant, il est capable, les États-Unis sont capables maintenant de concurrencer le pétrole saoudien sur les marchés asiatiques. Donc ça, c'était avant le début de l'actuelle crise sanitaire. Mais malgré ça, Washington ne veut pas s'affranchir de sa relation de dépendance énergétique avec le pétrole du Golfe. Mais pourquoi? Aussi il y a des arrière-pensées de réserves stratégiques. Les risques de pénurie restent, c'est critique hein, aux États-Unis et les producteurs de schiste américains n'ont pas de capacité de réaction suffisante. Ils ne peuvent pas, s'il y avait une pénurie, prendre le truc au pied levé. Donc, les États-Unis veulent quand même ménager jusqu'à ce qu'ils aient trouvé le moyen de régler, parce que les compagnies qui produisent du gaz de schiste n'ont pas la même taille que des grandes compagnies comme Aramco, etc. Donc, c'est vraiment des choses assez différentes. Et puis, le pétrole, quand il est négocié à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'une panne d'approvisionnement d'un côté de la planète peut faire grimper les prix de l'autre. Et c'est ce qu'on a vu aux États-Unis. Donc ça explique en partie le niveau d'alerte élevé des États-Unis et puis les perturbations qu'on a eues dans le détroit d'Ormuz là, il n'y a pas longtemps. Et puis vous avez le système de raffinage américain qui fonctionne mieux parce que bon, ils ont construit leur système de raffinage à la période où eux n'avaient pas de pétrole. Et le pétrole qu'ils avaient, il venait d'Arabie Saoudite. Donc le système de raffinage américain est fait pour le pétrole lourd. Or, le problème, c'est que le gaz de schiste, notamment celui américain, est léger. Donc, les États-Unis continuent, et ça va probablement durer encore longtemps, à importer du pétrole lourd de l'étranger. Donc maintenant, on a un nouveau paradigme, en fait, parce que aujourd'hui aux États-Unis, malgré le fait que les États-Unis sont en phase avec les Israéliens et les Saoudiens, il n'est pas impossible que la prise de distance que Obama avait amorcée s'inscrive plus durablement dans la diplomatie américaine. Ne serait-ce que parce que le désengagement américain dans la région semble inéluctable. C'est ce que d'ailleurs Trump dit. Hein, il dit que, et il aimerait bien qu'avant qu'on aille aux élections, il puisse montrer qu'il s'est désengagé au Moyen-Orient. Parce qu'il l'avait répété à qui voulait l'entendre pendant le débat sur la présidentielle avec la dame Hillary Clinton, en disant que lui, il ne comprend pas pourquoi on est sur des théâtres d'opération ailleurs. Voilà, et que lui, c'est l'Amérique d'abord, et que ce sera l'Amérique avant tout, et qu'il va travailler à remettre l'Amérique au centre des priorités. D'ailleurs, c'est ça qui fait que la plupart des accords de coopération multilatérale, des accords de coopération, oui, multilatérale, la coopération, ils en sont sortis. J'en ai parlé la semaine dernière lors du live. La COP 21, ils en sont sortis. Ils sont sortis de plein d'accords, notamment au niveau de l'Amérique du Sud. Voilà, et donc ils sortent de tout ce qui est multilatéral et ils essaient d'inventer des relations bilatérales.
Ensuite, porter ses efforts plus à l'est, dans la zone Pacifique, là où la Chine se fait de plus en plus menaçante. Et puis, ils veulent maintenir leurs efforts de résolution du conflit israélo-palestinien. Mais ça, quand je dis ça, ça me fait un peu sourire. Parce que si vous avez bien vu le dernier plan de paix proposé par Jared Kushner, vous savez, au niveau de le plan de paix de janvier, je pense que c'était en janvier 2020, Jared Kushner avait proposé en fait un plan de paix qui de toute façon a peu de chances de réussir, hein, mais qui s'aligne point par point sur les exigences israéliennes. Il reconnaît les colonies israéliennes, la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël, la démilitarisation du futur État palestinien. Mais franchement, on dirait que l'accord a été, le plan de paix a été écrit par les Israéliens. Alors évidemment, moi je doute du potentiel de ce plan de paix. De toute façon, comment il s'appelle Mahmoud Abbas, je crois. Mahmoud Abbas a dit clairement qu'ils s'en désolidarisaient. Et on a vu d'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine, en parlant de l'Europe et de la Turquie, on a vu Erdogan s'afficher publiquement et dire tout le mal qu'il pensait de ce plan de paix-là. Et ensuite, il y a la question maintenant du nucléaire iranien. Et c'est ça, pour moi, c'est là le tournant, en fait, de la géopolitique de la pandémie. Parce qu'on sait que le régime américain a de gros problèmes avec le régime iranien et que le régime iranien est anti-américain. D'ailleurs, Téhéran, c'est la principale menace de tous les alliés de l'Amérique, Israël et l'Arabie saoudite. Par conséquent, la politique américaine au Moyen-Orient, elle se réduit de plus en plus à la lutte contre l'Iran et à la constitution d'une alliance entre pétromonarchie et Israël pour contrer l'Iran. Et là, c'est là qu'ils avaient théorisé cette question-là de la pression maximale. Et c'est là que je vais en profiter pour répondre à mon ami Bal Ousmane, qui me disait tout à l'heure que en fait, qui a gagné la guerre? Aujourd'hui, si Donald Trump a une particularité, c'est qu'il sait comment se battre commercialement. Et aujourd'hui, la pression maximale qu'il met sur l'Iran, elle est d'ordre économique. Vous avez vu les lourdes sanctions. D'abord, il est sorti de l'accord qu'avait signé Obama. Vous vous souvenez, hein, un accord qui était salué. Oui. Alors, démocratie, je ne sais pas. Tu sais, quand on parle d'Israël et de l'Iran comme des démocraties, je ne sais pas. C'est des républiques. Ça, je suis d'accord. Israël est une démocratie. Ouais, bon, on peut être d'accord dessus. Mais je suis quand même curieux pour l'Iran, avec leur système particulier. Je ne suis pas sûr que l'Iran soit une démocratie. C'est une république islamique. C'est vraiment une république islamique. Et le mode d'ailleurs de sélection du guide suprême de la révolution et du conseil des sages, là où ils se regroupent en fait pour faire la loi, la constitution, je suis dubitatif. Je suis ouvert hein, à ce qu'on en parle, mais je crois quand même que Israël et l'Iran, c'est peut-être des républiques, mais des démocraties, en tout cas des démocraties majeures, non. Ce n'est pas des démocraties majeures. Voilà, exactement. Mais tu as raison, par contre, Pi, sur le fait que Mahmoud Abbas ait même sorti la coopération sécuritaire avec Israël. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mariam Soda, sois la bienvenue, ma soeur. Merci beaucoup. Cher Seidi, mon frère, sois le bienvenu. Je me demandais d'ailleurs où est-ce que tu étais parce que habituellement, je te voyais un peu plus tôt. Noah, mon frère, Noah Tamba. C'est vrai, on ne l'a pas senti à la pompe ce prix-là parce qu'il avait baissé. Et puis, si tu veux, les consommateurs n'ont pas pu en profiter. Mais aussi parce que, et dans le cas de ton ancien pays, par exemple l'Italie, les gens étaient tellement embêtés, l'Italie était tellement embêtée économiquement, et l'Union européenne l'a laissée en rase campagne, que c'était presque impossible pour elle d'opérer des mesures, comment on va dire, et c'est ce que Pi a dit tout à l'heure, de fameuses taxes flottantes, là, quand le prix du baril descend, le prix à la pompe diminue. On n'a pas pu appliquer cette proportionnalité-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, non, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, en fait, Pi, moi je suis d'accord avec toi. Et je dis, oui, les dirigeants sont élus par le peuple, c'est vrai. Mais en Iran, quand même, il y a une particularité. C'est qu'il y a des élections, mais pour élire, si tu veux, les dirigeants. Et les dirigeants, en fait, le Conseil des sages, j'oublie en fait le nom exactement, je crois que c'est le Conseil suprême.
Et ceux-là, par contre, vont élire maintenant entre eux quelqu'un qui va représenter l'État. Je suis d'accord avec toi que c'est un mode de désignation indirect, mais tu me connais, tu sais que pour moi, plus on est indirect et moins on est dans de la démocratie. Mais c'est une opinion, hein, franchement, ce n'est pas du tout un avis d'expert, c'est vraiment une opinion que je soumets humblement et sur laquelle nous pouvons discuter longuement. Donc, la pression maximale, aujourd'hui, elle est d'ordre économique. Et il ne fait aucun doute que ce que veut Washington, en fait, c'est que l'Iran, en fait, arrête son programme nucléaire. Il n'y a pas d'autre solution. Ensuite, le futur rival, vous savez, parce qu'on parle aussi, il faut qu'on parle des élections présidentielles à venir. Le futur rival de Trump, j'en ai parlé au début, il s'est illustré pour ses propos absolument débiles, de mon point de vue, en disant que un noir n'est pas un noir s'il vote Trump, ce qui est ridicule de dire ça. Mais bon, mais enfin. Euh, Joe Biden a promis, lui, pour sa part, que si il était élu, il trouverait une solution diplomatique plus conforme à l'accord de Vienne, en fait, que Obama avait signé avec l'Iran justement, et donc ce serait la fin de la doctrine trumpienne en fait, de la pression maximale sur l'Iran. Alors, la méthode de. Alors, Trump est très agressif. Donc, sa méthode, elle est agressive vis-à-vis de Téhéran. Et si Joe Biden, si les élections ramenaient sur la scène Joe Biden, ce dont je doute, hein, soit dit en passant, pour moi, Joe Biden, il a autant de chances que, je ne sais pas, comme peut-être Hillary Clinton. C'est le candidat des médias, comme Hillary Clinton, c'est le Parti démocrate, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Hein. Il n'a pas encore gagné. Et l'avenir nous dira ce qu'il adviendra de son histoire avec la dame qui l'accuse de harcèlement sexuel, parce que l'issue de cette question-là fera qu'il sera capable de battre campagne ou pas. Et puis bon, il y a l'histoire aussi du confinement que lui appelle de ses voeux, et ça va être difficile de faire campagne via Zoom. Je crois que ça va pas suffire. Surtout quand en face, vous avez l'animal politique que constitue Trump, vous ne pouvez pas vous permettre d'être très loin. Alors, sur la question en fait du post-Covid, il y a trois dynamiques en fait qui sont importantes et de leur poursuite, de ces trois dynamiques-là, leur poursuite, dépendent l'avenir post-Covid de la géopolitique mondiale. Premièrement, c'est la poursuite de la rivalité entre les Chinois et les Américains. Si elle se poursuit, ça va forcément rééquilibrer, on va assister à un rééquilibrage de la politique étrangère américaine sur l'Asie. Okay, et ça va forcément jouer parce que les Chinois ont quand même des arguments à faire valoir. Le deuxième élément, c'est la survie du secteur pétrolier américain, qui va dépendre en grande partie de la reprise économique mondiale. Parce que si le monde reprend et que tout le monde se met à produire, ceux qui auront les niveaux de production les plus compétitifs vont forcément se distinguer de leurs concurrents. Donc, le niveau de production des membres du groupe de l'OPEP va forcément avoir une conséquence sur le secteur pétrolier américain, dont il faut le rappeler, est très jeune. Il est balbutiant, il date de 2007 et on a commencé à voir son dynamisme à partir de 2014-2018. Ensuite, il y a la question donc de la modération des ambitions régionales de Téhéran. Parce que Téhéran, il entend constituer une puissance sous-régionale. Et dans cette zone-là, Téhéran a dit que, justement, puisque les sanctions continuaient, qu'il allait reprendre son programme d'enrichissement nucléaire. Et Téhéran, et c'est ça le problème d'ailleurs avec le Covid, Téhéran a payé aussi un lourd tribut à la question du Covid. C'est probablement l'une des zones où la question du Covid a été le plus dévastateur. Et on a vu d'ailleurs des coopérations dont on n'avait pas l'habitude. On a vu par exemple la Chine aider Téhéran. On a vu les États-Unis, dont on s'attendait à ce qu'ils adoucissent les sanctions. Non, ils n'ont pas fait ça, mais ils ont donné de l'aide alimentaire. Donc ça a été plutôt bien interprété et du matériel médical. Okay. Alors, les conséquences maintenant du Covid sur les élections à venir, pour l'instant, qu'est-ce que ça peut changer sur les élections présidentielles aux États-Unis? Premièrement, c'est que l'investiture démocrate, tout ce qu'on avait, les primaires qui étaient en cours pour l'investiture démocrate sont à l'arrêt. Et une bonne partie des États ont repoussé les leurs jusqu'en juin.
Donc, on est à quelques jours, en fait, de savoir ce qui va se passer. Mais l'ancien vice-président Joe Biden dispose d'une solide avance en nombre de délégués sur son rival. Je crois qu'il est contre Bernie Sanders, il a 1217 et Bernie Sanders est à 914. Mais Bernie Sanders n'entend pas abandonner. Et ensuite, vous savez ce que c'est une campagne présidentielle aux États-Unis. Ça dépend aussi de l'argent qu'on mobilise. Ça dépend aussi de ce que sera l'actualité. L'issue donc de son affaire judiciaire et le fait qu'on déconfine dans la plupart des États. Donc il faut vous le rappeler, le déconfinement aux États-Unis ne dépend pas de Trump. Trump l'appelle de ses voeux et c'est les gouverneurs qui freinent en disant non, on n'y va pas, nous c'est la santé des gens. Et Trump dit l'économie d'abord. Et d'ailleurs, j'aurais dû le nominer aussi au titre des bonnets d'âne parce que hier, je crois, toute la presse aux États-Unis s'est fait l'écho du fait qu'il est allé jouer au golf. Il est allé jouer au golf. Le mec c'est absolu. Enfin, moi, j'avais du mal à comprendre ce que le mec faisait. Mais je crois qu'il le fait à dessein. Et qu'il a besoin. Et beaucoup d'Américains ne voient pas de problème. Et c'est des sondages d'ailleurs qu'ils disent. Beaucoup d'Américains ne sont pas contre le déconfinement. Beaucoup d'Américains. Aujourd'hui, c'est les gouverneurs qui ont peur d'avoir sur les bras une pandémie qui pourrait les dépasser, qui hésitent justement à déconfiner. Et donc, la question du déconfinement, elle est fonction des États, et donc au niveau de chaque État, c'est les gouverneurs qui prennent cette décision. Donc, en dépit du fait que Trump veut qu'on déconfine, le déconfinement ne l'arrange pas parce qu'il permettrait en fait aux démocrates d'y aller, et il a aujourd'hui une longueur d'avance sur les démocrates. Même si lui-même ne peut pas faire campagne, il peut utiliser ses fonctions publiques pour, et d'ailleurs il avait commencé, vous vous souvenez, avec ces fameuses conférences de presse quotidiennes, jusqu'à ce qu'il ait eu 2-3 dérapages, et après il a arrêté. Mais ces conférences de presse, son but c'était de préparer les élections. Donc, si l'épidémie perdure, donc, les conséquences, c'est que ça va poser un problème majeur d'organisation au camp démocrate. Et le candidat qui va sortir de ces primaires-là n'aura pas assez de temps pour préparer la bascule vers l'élection générale. Parce qu'il y a les conventions d'investiture, vous savez, ces grands moments, ces grandes messes populaires-là, ça pourrait devenir aussi un casse-tête. Comment organiser un grand rassemblement populaire à l'ère du Covid? Et puis, vous avez aussi les conventions démocrates qui sont prévues à la mi-juillet. Celle des républicains a été fixée à fin août. Mais là-dessus, les dates des primaires relèvent des États. Donc, ça peut parfaitement être modifié à leur guise. Mais pour l'élection présidentielle, elle peut difficilement être déplacée. Ça, par contre, parce que vous savez, pour déplacer l'élection présidentielle, il faudrait une loi fédérale. Et avoir une loi fédérale pour déplacer ça, ça supposerait un consensus au Congrès et un amendement constitutionnel pour reporter la date de prestation de serment. Donc, franchement, obtenir un consensus du Congrès, déjà, c'est pas simple. Je vous rappelle que l'année dernière, on a frôlé le bail-out, qui est le fait de ne pas avoir d'autorisation du budget pour pouvoir mettre en place le budget pour l'année qui vient. Et ça a montré aussi le fait que Trump n'était pas très à l'aise et que les républicains n'ont pas leur coup des franches au sein du Congrès. Il y a eu le procès contre Trump qui vous fait penser aussi que s'il était totalement en position de force, peut-être que ce procès n'aurait pas eu lieu. Et puis, un amendement constitutionnel, je veux dire, il ne faut pas rêver. On n'est pas au Sénégal, quoi. C'est-à-dire que modifier la Constitution aux États-Unis, je pense dans l'histoire, ça a dû arriver peut-être une dizaine de fois, depuis que les États-Unis existent. Donc je vous laisse imaginer le caractère historique que ça pourrait avoir, et ça pourrait difficilement être justifié, même si c'est une pandémie importante, par ce que beaucoup d'Américains n'ont pas hésité à considérer comme une pandémie majeure, mais quand même comme une crise sanitaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça en conclusion? Parce que il faut que nous concluions. On a fait 1h30 minutes. Je suis désolé, c'est un des lives les plus longs, mais c'est que le sujet aussi le sujet est difficile à traiter en 1 heure de temps. Donc, je sais pouvoir compter sur votre indulgence. Oui, le salut de l'Iran passe par l'acquisition de la bombe nucléaire. Oui, absolument. Ils n'y renonceront pas.
Non, non, clairement, ils n'y renonceront pas. Et d'ailleurs, ils ont payé d'un trop grand prix pour y renoncer. Effectivement, le confinement est devenu un acte partisan. Et d'ailleurs, c'est bien que tu le rappelles, Pi, parce que aujourd'hui, la communauté, je veux donner l'exemple de la communauté afro-américaine. Dans les endroits où la communauté afro-américaine est très présente, ils se sont organisés en fait pour faire des messes à distance, parce que vous savez, ils sont très religieux. Voilà, ils ont mis en place des dispositifs pour pouvoir de prévention, de solidarité. Donc aujourd'hui, effectivement, le confinement pour eux, c'est devenu un acte militant et une réponse à ce racisme systémique-là, dont ils sont les victimes et qui fait qu'aujourd'hui, ils gagnent à peine, enfin en tout cas, ils sont les plus grandes victimes de cette pandémie-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur cette affaire-là? Parce que la question c'était, est-ce que finalement les États-Unis demeurent le primus inter pares? Est-ce que c'est le premier d'entre tous? De mon point de vue, les États-Unis renoncent progressivement, et c'est la doctrine de Trump sur ce sujet, à un leadership global qui leur est devenu trop pesant. Vous avez vu qu'ils sont sortis de l'OMS, ils refusent de financer l'OTAN. En tout cas, ils disent que les autres, ils doivent faire jeu égal avec les autres. Ils sont sortis de la COP 21 parce qu'ils estimaient que c'était des boulets qu'on traînait justement dans la réindustrialisation de son pays. Il est sorti de l'accord iranien. Donc il est sorti de plein d'accords multilatéraux. Et il renonce de plus en plus au leadership global, qui est devenu trop pesant de son point de vue, et se concentre aujourd'hui sur le renforcement des fondements nationaux. Je ne sais pas ce que ça sera, ce que ça va lui apporter électoralement. Je ne le sais pas. Mais je sais que sa base ne s'est pas érodée. La base de ceux qui ont voté pour Trump ne s'est pas érodée. On n'a jamais vu un président faire autant ce qu'il avait dit. Ok, il y a des choses sur lesquelles il n'a pas pu avancer, notamment le mur, notamment le fait de sortir des terrains de conflit où la géostratégie l'avait mené, et la géopolitique bien entendu, la doctrine notamment de Obama sur la présence au Moyen-Orient et au Proche-Orient, et de manière plus globale, le leadership global des États-Unis à l'époque, il considère qu'il l'a payé d'un grand prix. Il a essayé autant que possible d'en sortir, il n'a pas réussi partout. Mais jamais un président n'a fait autant ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Aujourd'hui, quel est le contexte aussi des USA qui fait que finalement la place, même si elle s'érode, tout le monde reculant, le rang devant ne va pas changer des États-Unis. Parce que l'Union européenne en sort très affaiblie aussi. Parce qu'elle a montré son incapacité à gérer efficacement des crises. D'ailleurs, on va en parler la semaine prochaine. On va parler de la Russie, de l'Union européenne et de l'Afrique. Donc les trois dans le même live. Donc elle a montré son incapacité à gérer efficacement les crises et la pandémie, ce qui trahit quand même un approfondissement des divergences entre les États membres. Par exemple, on a entendu Salvini dire publiquement, brocarder de manière extrêmement sévère le rôle que l'Union européenne a eu. On a vu par exemple, et c'est Pi qui me le rappelait il n'y a pas longtemps, que Cuba a couru à son secours et que la Chine aussi est venue les aider. Or, la Chine et Cuba, c'est quand même beaucoup plus loin que l'Union européenne. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine et on verra comment l'Union européenne sort affaiblie, mais elle a quand même une particularité, notamment la France, c'est son précaré francophone. Ok, on va en parler en long et en large. En Russie comme ailleurs, les analystes aussi, et ça fait l'objet du live la semaine prochaine, les analystes relèvent une accélération de la tension sino-américaine. Et il faut dire que la Russie a signé un partenariat avec la Chine, et la Russie est aussi en lien, en discussion ouverte avec la Turquie, et est très présente en Syrie, où si elle n'avait pas été là, Bachar el-Assad serait tombé. Heureusement que la Russie est là. Et moi je dis, et on va le voir la semaine prochaine, Vladimir Poutine rend le monde plus sûr. Vladimir Poutine rend le monde plus sûr parce qu'il constitue une vraie alternative, notamment dans ce qu'il a fait. Et c'est un leader très intelligent, Vladimir Poutine, parce qu'on le voit comme ça en disant, vous savez qu'il fait l'objet de sanctions. La Russie fait l'objet de sanctions, comme l'Iran fait l'objet de sanctions. Mais dès qu'il y a eu une ouverture sur la Crimée, ils se sont empressés d'annexer la Crimée et de pousser pour mettre en avant en Ukraine
des gens, en tout cas, ils ont voulu mettre des gens qui leur ressemblaient, mais voilà. Bon, on va en parler de tout ça en long et en large, parce que la Russie et son précaré aussi, les anciens pays de l'Est et les Balkans, c'est aussi une zone d'influence qui va être puissamment transformée après ce Covid-là. Et puis donc, il y a alors évidemment, il faut se rappeler aussi que, comment ça s'appelle, les États-Unis, ils ont le dollar. Ils ont le dollar. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui ne va pas changer. Le dollar ne va pas reculer. D'ailleurs, en dépit de la pandémie, le dollar se porte au beau fixe. Il n'a jamais été aussi bon. Barack Obama s'en plaint d'ailleurs parce que quand le dollar monte, en fait, c'est les exportations qui souffrent. Voilà. Et donc, c'est ça aussi qu'il n'aime pas beaucoup. Mais la devise américaine a profité de l'effondrement et depuis le début de l'année, des prix du pétrole cotés en dollars pour s'apprécier face à des monnaies comme le rouble, la couronne norvégienne ou le dollar canadien qui, elles, sont fortement liées au pétrole. Et puis, avant la pandémie, le dollar évoluait déjà à un niveau très élevé, bénéficiant de quasiment une forme olympique de la première économie mondiale, dont tous les voyants semblaient alors au vert. Cette situation, d'ailleurs, donc je l'ai rappelé, parce que Trump considère qu'un dollar surévalué rend les exportations américaines trop chères, et donc en pleine guerre commerciale avec la Chine, et c'est là-dessus que je veux clore, en pleine guerre commerciale avec la Chine, on peut avoir quelques difficultés avec un dollar surévalué. Mais si cela ne s'est pas encore matérialisé, certains observateurs, et j'en fais partie, estiment que le bouleversement provoqué par le nouveau coronavirus pourrait rebattre les cartes, mais elle ne modifierait pas la position des États-Unis, en tout cas pas sur 2020-2021. Oui, non, absolument. Alors, puis, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, tu sais que le prochain live, en fait, on va parler de la Russie. Parce que si tu veux, tu as, quatre grands acteurs avec la Russie. Hein, tu as quatre grands acteurs. Tu as la Chine, les USA, l'Union européenne, que je prends comme un tout indifférencié. Bon, écoute, c'est eux qui veulent être un ensemble. Et puis, tu as la Chine. La Chine. Chine, Union européenne, États-Unis et puis Russie. Et évidemment, l'Afrique, moins d'ailleurs parce que c'est un acteur que parce que c'est un terrain de jeu et que c'est le lieu sur lequel les gens vont aller chercher les ressources en fait pour leur compétition mondiale. Voilà. Sois le bienvenu, la tire. Non, c'est pas grave. Il n'y a aucun souci. En fait, on avait déjà trop. On a dérapé. On a 1h38 minutes, alors que je m'efforce en général de rester dans 1 heure parce que je ne veux pas lasser. Mais c'est un sujet qui était difficile à traiter en 1 heure. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour le temps que vous avez passé avec moi. Je sais que la plupart des gens que je vois dans le live auraient pu, avec beaucoup de brio, être à ma place. D'ailleurs, je vous encourage à faire des lives. Et moi, franchement, prenez-moi au mot. Je vous prends quand vous voulez sur n'importe quel sujet pour qu'on puisse échanger et agrandir ce que j'appelle une agora ou une université participative. Voilà, donc on va en reparler dans pas longtemps. Je vous remercie du fond du cœur. Oui, écoute, merci infiniment, puis vraiment, je te remercie. Ouais, c'est vrai, 1h30, il faut que, à mon avis, il faut que je sois plus concis. Mais des fois, je suis tellement soucieux de préciser les choses que je tourne beaucoup sur certains concepts. Il faut peut-être aller un peu plus vite. Mais ce que je ne veux pas, c'est donner le sentiment que on est dans de la mystification. Parce que je ne veux pas mystifier, je veux que les gens, après avoir écouté notre live, en sortent avec des outils pour approfondir un sujet. Ok? En tout cas, merci infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Merci infiniment.